Votre mission, si vous l'acceptez, trouver un maximum de libellules, dont un maximum de gonfles en Indre-et-Loire. Les libellules dans les insectes sont réparties en différentes familles, dont une va nous intéresser aujourd'hui, la famille des gonfidés qui comprend 9 espèces en France, dont une n'est présente qu'en Corse du Sud. Et donc notre mission aujourd'hui est de trouver toutes les autres espèces de France métropolitaine. En fait, il n'existe a priori que 2 départements en France qui les accueillent, c'est l'Indre-et-Loire et le Cher. Donc aujourd'hui, nous sommes en Indre-et-Loire et nous allons essayer d'aller dans différents habitats de ce département pour aller voir toutes les espèces de cette famille-là. 15 juillet, 10 h. Allez, on est à l'ombre là, ça sert à rien de traîner. Ah voilà, regarde, ça c'est sympa. Les libellules, c'est l'ordre des odonates. 2 sous-ordres à l'intérieur. L'un qu'on appelle les anisoptères, dont font partie nos gonfles et sur lesquels on reviendra. Et l'autre s'appelle les zygoptères. Les zygoptères, ce sont toutes celles qu'on appelle communément les demoiselles. Des libellules beaucoup plus sveltes, les 4 ailes identiques, et également les 2 yeux séparés. Ils ne se touchent pas. Celle-ci appartient à la famille des Caloptérix, donc 4 espèces qui ont toutes des couleurs très métallisées sur le corps, et chez les mâles notamment une grande partie de l'aile enfumée, assombrie. Ici, on a l'aile qui est assombrie à partir du milieu, grosso modo au niveau de cet angle qu'on appelle le nodus, et presque jusqu'à l'apex, mais on voit quand même une marge transparente au bout. Donc là, cette configuration-là, c'est le Caloptérix éclatant. Comme chez toutes les libellules, on a sur les pattes de nombreux poils également qui permettent de faciliter la capture des proies, puisque ces insectes sont des insectivores et vont capturer d'innombrables petits moucherons. Les Caloptérix sont des espèces d'eau courante, donc là on est en bord de Loire, donc c'est bien logique de voir ça. Donc là on a affaire à une grosse libellule, beaucoup plus trapue, c'est un anisoptère cette fois-ci, qui se distingue notamment des zygoptères par les 4 ailes différentes. Ailes antérieures plus étroites que les ailes postérieures. La plupart des anisoptères ont les yeux qui vont se toucher, mais il se trouve que la plus remarquable caractéristique de la famille des gonfidés qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que les 2 yeux sont séparés de part et d'autre du crâne. En cela, ils se rapprochent un petit peu des zygoptères. Après, tous les gonfidés sont noirs et jaunes. Et en fait, les motifs et la nervation des ailes vont nous guider vers l'identification des espèces. Donc ici, nous avons affaire à une femelle, et il se trouve que c'est la femelle de l'onychogonfe à pince. Donc il n'y a pas la grosse pince au bout qui n'est que l'apanage du mâle, mais voilà. Alors on est toujours dans nos démarches scientifiques également, donc tout ce qu'on va pouvoir observer, on va le saisir sur les bases de données du réseau Visionature. Donc à travers l'application Naturaliste, là, je vais pouvoir renseigner onychogonfe à pince. Voilà, j'en profite pour mettre un petit peu les autres choses qu'on entend ou qu'on voit. Il y a quelques sauterelles qui chantent, il y a quelques papillons qui volent, on a les sternes, puisqu'on est sur les bords de Loire, on est sur des endroits vraiment sympas, sternes naines, sternes pierre-garin qui sont en train de chasser là. Donc voilà, il y a de quoi saisir quand même pas mal de choses. On a attrapé un autre zygoptère, donc les yeux bien séparés, les 4 ailes identiques assez fines. Elles ne sont par contre pas enfumées, donc on n'est pas sur un Caloptérix. Les tibias sont très élargis. Ça nous indique une autre famille, la famille des Platycnémis, les pénipates en français. 3 espèces seulement en France, celle-ci est en bleu, c'est le pénipate bleuâtre. Ah. 11 h. Jusqu'ici, 3 libellules, dont un gonfle. Donc là, quand on est dans ce genre de prairie, on est sur des bons terrains de chasse, puisqu'en consommant des moucherons, les libellules, c'est encore dans ces endroits-là qu'elles vont en trouver le plus. Donc là, celle qu'on a observée là, elle est partie directement dans le haut des arbres. Donc là, elle s'est posée suffisamment bas pour qu'aux jumelles, on puisse l'identifier. C'était un orthétrum réticulé. Le risque là, c'est si on en dérange avant de les voir et qu'elles partent en hauteur, là, on ne les retrouvera pas, quoi. J'ai un frère qui a la même passion que moi et qui a programmé dans les semaines qui viennent une mission sur la Loire pour repérer l'ophiogonfe serpentin qu'il n'a jamais vu. Donc ça me plairait quand même pas mal de le voir avant lui pour lui mettre un peu la pression en fait, tout simplement. Hein, David ? Donc quand on va aller à la prospection des libellules, on va également s'intéresser aux émergences. Donc c'est-à-dire qu'une fois que la larve s'est développée dans l'eau, elle va sortir, se trouver un support. Chez les gonfidés, c'est souvent un rocher, souvent un support à plat, sur lequel la larve va s'immobiliser. À l'intérieur, on a toute une métamorphose qui s'opère pour donner vraiment l'adulte tel qu'on le connaît, qui est capable de voler. Et puis de là, il va y avoir l'ancienne peau, la vieille peau de la larve qui va sécher, se fendre au niveau du dos, entre les épaules, et de là va sortir le nouvel
nouvel individu qui est complètement comprimé à l'intérieur. Et donc là, ce qu'on est en train d'observer, c'est justement un gomphe donc on voit bien, c'est assez gros, hein, la larve est assez épaisse, donc anisoptère, les yeux bien séparés, donc même si on n'a pas beaucoup d'éléments, on voit tout de suite qu'on a affaire à un gomphe. Donc là on a le corps qui est sorti en premier, l'abdomen est encore là-dedans, mais quand elle sera sortie, elle va être grande comme ça, donc elle est vraiment la comprimée en accordéon à l'intérieur de cette exuvie, de cette larve en fait, de cette peau, et quand elle va sortir, les liquides du coup libérés de cette pression vont s'expulser dans les vaisseaux et déployer entièrement l'animal, qui va être d'abord translucide et qui va petit à petit progressivement prendre ses couleurs bien opaques, jaune et noir chez les gomphes. Donc là c'est vraiment super intéressant. Hop, ça y est, regardez, elle bouge. Ah, c'est super. Ah, génial. Elle sort progressivement par petits mouvements. On a vraiment au niveau du dos les ailes qui sont encore toutes petites, hein, vraiment très petites. Hop, elle sort l'abdomen. Et voilà, super. Et là, qu'est-ce qu'on observe au bout de l'abdomen? Cette énorme pince caractéristique du genre Onychogonphus. Donc là, on sait qu'on a affaire, vu l'endroit sur la Loire, à l'onychogomphe à pince, dont on avait une femelle tout à l'heure, cette fois-ci le mâle. Là, elle est complètement incapable de se défendre, de se déplacer ou quoi que ce soit. Donc c'est évidemment le moment où l'animal est le plus vulnérable. Donc il va falloir faire ça dans un endroit discret. Donc la larve était dans l'eau, elle est remontée le long des rochers. Alors cette fois-ci, elle n'a pas fait beaucoup de distance, elle se trouve juste ici, vraiment à l'abri de ce rocher-là, pour faire son émergence. Alors pour autant, ça ne veut pas dire que toutes les libellules vont émerger aussi proches de l'eau. Beaucoup d'espèces vont même se déplacer sur de longues distances, parfois plusieurs dizaines de mètres, et on va retrouver du coup les exuvies bien loin de l'eau. C'est génial parce que tu as trop les ailes qui se déploient là. Et ces spasmes, ça aide à... Ouais, ça va permettre d'expulser les liquides internes dans tous les vaisseaux. La libellule, quand elle est adulte, elle est capable de grands déplacements. Ce qui fait qu'observer une libellule ne signifie pas forcément qu'elle se reproduit à l'endroit où on l'a vue. En revanche, la découverte d'une émergence comme ça ou d'une exuvie va pouvoir permettre de prouver la reproduction vraiment sur cet endroit de l'espèce en question. Une fois que notre libellule sera sortie, elle va aller faire sa vie et donc laisser derrière elle son ancienne peau, la peau de sa larve, qu'on appelle l'exuvie, qu'on voit ici. Alors si je l'enlève, je ne sais pas si je vais y arriver, si on peut le faire, elle n'est pas trop accrochée. Donc ça c'est une partie articulée en fait qui est fixée sous la tête de la larve et qui va être projetée en avant, munie d'une petite pince à son extrémité pour attraper les proies qui vont être des invertébrés aquatiques jusqu'à des têtards ou des petits poissons pour les plus grosses larves des plus grosses espèces. Donc ce masque n'est pas la bouche, c'est vraiment un organe supplémentaire qui va aller attraper une proie au devant de la larve, projetée à une vitesse faramineuse, hein, et puis ensuite ramener la proie au niveau de la bouche qui donc là est cachée dessous, dans laquelle on va retrouver les mandibules qui vont permettre de mastiquer la proie et de la consommer. Donc ça c'est vraiment ce qui a pu inspirer notamment Alien. « 12 heures. Jusqu'ici. 6 libellules, dont un gomphe. » La Loire est juste derrière nous, là on a une ancienne exploitation de carrière sans doute. Donc de l'eau stagnante, on va y retrouver un cortège d'espèces tout à fait différents, et d'ailleurs plus d'espèces. On a le traditionnel anax empereur qui est là. Bon, c'est pas une rareté, mais bon, c'est toujours sympa à voir. C'est parmi les plus grosses libellules qu'on ait en France. C'est l'anax empereur. Donc là, une énorme libellule. On voit ici les yeux qui sont accolés sur une grande longueur. C'est la caractéristique de la famille... Ah, macaron. De la famille des échnidés. Donc on est à nouveau pas sur les gonfidés. Des coloris très verts et bleus. L'abdomen n'est pas si bleu que ça parce qu'on a affaire à une femelle. Alors l'abdomen assez élargi et puis ici sur le dessous l'ovipositeur qui est en fait un organe qui va lui permettre d'aller enfoncer une espèce de seringue hypodermique dans les végétaux aquatiques pour aller pondre les œufs à l'intérieur. Dès que les œufs éclosent, la larve retourne dans le milieu aquatique, mais au moins l'œuf, tout le temps du développement de l'embryon, l'œuf va être protégé à l'intérieur de la végétation. L'anax empereur est une espèce très commune partout, qui s'adapte à toutes sortes de plans d'eau, dans la majorité des cas quand même eau stagnante. On a une particularité vraiment incroyable chez les libellules au moment de l'accouplement en fait. Ce sont les seuls insectes qui forment ce que l'on appelle le cœur copulatoire, c'est-à-dire l'accouplement avec cette formation en forme de cœur.
en fait chez tous les autres insectes, les organes reproducteurs sont situés à l'extrémité de l'abdomen et donc pour l'accouplement, il suffit de les mettre en contact, soit en se mettant dos à dos ou soit en se montant l'un sur l'autre, mais toujours bout de l'abdomen sur bout de l'abdomen. Chez les libellules, on a cette forme bien particulière de cœur, tout simplement parce que au cours de sa métamorphose en libellule, le pénis du mâle va migrer en fait sous le deuxième segment de l'abdomen qui se trouve du coup quasiment au niveau du thorax, alors que les gonades sont bien restées au bout de l'abdomen. La petite anecdote, il n'y a pas de canal en fait à l'intérieur qui vont relier les deux, ce qui fait que charger le pénis en spermatozoïdes va se faire par l'extérieur. Et en fait, on observe parfois les libellules en train de prospecter, les mâles prospectent un territoire sur le bord d'un cours d'eau, et on voit l'abdomen, hop, qui est recourbé comme ça pour mettre en contact les gonades avec le pénis pour le charger. Et après, le mâle est prêt à l'accouplement. Et ensuite, on a les appendices du bout de l'abdomen, ces fameux cerques et cercoïdes, qui vont fixer la nuque de la femelle. Elle se retourne, se rabat et colle le bout de son abdomen, où là elle a conservé tous ses organes reproducteurs, au pénis du mâle qui lui a donc migré sous le deuxième segment. Et on a cette formation de cœur copulatoire. Là en l'occurrence c'est un couple d'orthétrum réticulé que nous avons observé, qui compte parmi les libellules les plus communes, très pionnières, donc dans tous les bassins d'eau stagnante, un peu dégradés on va dire, endigués, etc. On va retrouver cette espèce là très communément. Je crois que c'est celui que je voulais justement choper ici. Alors les gonfs ont la particularité de se poser beaucoup au sol. Donc là sur une piste pierreuse comme ça, on l'a prospecté en espérant que ça finisse par payer. Et ça a payé, nous voilà avec un deuxième gonf. Oh punaise, qui a failli s'enfuir. Donc normalement, en montant le filet comme ça, ils sont censés rechercher la hauteur. Voilà. Ce qui permet après de pincer le filet et d'aller les chercher sans risquer de les perdre. Donc là, je l'attrape en la tenant bien par les quatre ailes, ce qui permet d'éviter qu'elle se débatte. Donc ainsi, elle ne peut pas se blesser, hein, tout simplement. Donc, nous avons affaire à un mâle. On voit bien au bout de l'abdomen que la pince formée par les cerques et cercoïdes n'a pas du tout la forme vraiment prononcée du genre onychogonphe. Donc là, c'est le genre Gonfus en fait. Et là, en l'occurrence, les lignes du thorax, toutes continues de noir, les pattes entièrement rayées de jaune, nous indiquent qu'il s'agit du gonf joli ou gonf gentil. C'était l'espèce que nous recherchions justement autour de ce plan d'eau stagnante. Allez, maintenant tu peux y aller. Voilà, donc là, on en parle depuis un moment, mais on n'avait pas encore eu le mâle mature de l'onychogonphe à pince. Ça veut dire, il est bien excité. Donc, le genre Onychogonphus avec, chez les mâles, 16 appendices abdominaux très prononcés. Là, on a vraiment cette pince qui est destinée à fixer la nuque de la femelle pour l'accouplement. 13 heures. Jusqu'ici, 11 libellules, dont 2 gonfs. Il est plus que temps de manger. Ah! Oh là là! Les pieds cuissent dans les bottes, on va arrêter de les mettre là, ça suffit. 14 heures. Jusqu'ici, 12 libellules, dont 2 gonfs. Excuse-moi, c'est un stick. Un mâle d'onychogonphe à pince. On va faire quelques prairies qui sont les sites de chasse de l'Ophiogonphe serpentin. On est à peu près à 200-300 mètres de la Loire. C'est vraiment une espèce qui va apprécier justement de s'éloigner du fleuve pour aller chasser. Donc c'est vraiment pas sur les bords de Loire qu'il va falloir rechercher cette espèce en particulier. 15 heures. Aucune nouvelle espèce au cours de la dernière heure. J'ai un frère qui a la même passion que moi et qui a programmé dans les semaines qui viennent une mission sur la Loire pour repérer l'Ophiogonphe serpentin qu'il n'a jamais vu. Donc ça me plairait quand même pas mal de le voir avant lui pour lui mettre un peu la pression en fait, hein, tout simplement. Hein David? Oh punaise! Alors là, il y a un truc qui vient de décoller, c'est super mal positionné, mais j'ai bien l'impression que c'est Ophiogonphus cecilia, donc l'Ophiogonphe serpentin, que je ne capturerai pas parce qu'on a affaire à l'une des deux espèces protégées. Donc là, j'assure des photos au fur et à mesure de ma progression pour assurer une détermination le moment venu. Je vais essayer de me tourner de l'autre côté, c'est quasiment sûr que c'est ça, le thorax est très vert, les bandes sur l'abdomen sont très jaunes. Oh punaise! Mercredi, il décolle. Il va pas loin. Ça fait un bon moment qu'on est en train de trimer dans ces clairières avec des hautes herbes là. Ça finit par payer. Une coche!
yes, yes, yes. Ophiogonfe serpentin. Hein, David? Il s'en fout, ces naturalistes. Donc l'espèce Ophiogonfe serpentin se distingue assez aisément des autres par cet abdomen assez épais et avec une bande jaune. Et par contre, toute la base de l'abdomen et le thorax, également les yeux, sont d'un vert vraiment clair, presque fluorescent, ce qui n'était pas trop le cas de notre individu là. Mais en tout cas, c'est vraiment pas un jaune qui tire vers le vert, c'est vert quoi. – 16 heures. Jusqu'ici, 13 libellules, dont 3 gonfles. « 17 heures. Aucune nouvelle espèce au cours de la dernière heure. » Sur une allée au niveau des ronces, on a trouvé une autre espèce de libellule qui est donc un sympétrum. Petite libellulidée, abdomen rouge, face rouge, pattes toutes noires, le sympétrum sanguin. Donc là, une espèce très semblable à celle qu'on avait ce matin. Ici, on a l'aile qui est assombrie à partir du milieu, c'est le Calopteryx éclatant. Cette fois-ci, on a des ailes qui sont enfumées depuis quasiment la base de l'aile et après jusqu'au bout, jusqu'à l'apex. Donc là, une zone beaucoup plus large que le Calopteryx de ce matin. Celui-ci est le Calopteryx vierge. Le Calopteryx éclatant était sur les bords du fleuve. Là, celui-ci va énormément apprécier des fossés humides, ça lui suffit déjà. Ah! J'avais les jumelles réglées sur la mise au point minimum. Et là, le temps que je règle, je ne l'ai pas suivi, je ne sais pas où elle est passée. Donc là, on est dans une autre famille, la famille des Célagrionidés. Toutes ces petites bleues, en fait, bariolées de bleu et noir, qui vont se distinguer... Attends. T'approches pas, toi. Qui vont se distinguer par différents critères, et notamment le motif présent sur le deuxième segment de l'abdomen, qui là forme un U, qui n'est pas rattaché à la base du segment, c'est l'agrion jouvencelle. 18 heures. Jusqu'ici, 15 libellules, dont 3 gonfles. Donc là, on a vraiment une rivière bien différente de la Loire, toujours de l'eau courante quand même, mais des rives beaucoup plus vaseuses, avec une végétation plus prononcée sur les berges, un cours plus lent, plus de zones d'ombre, de zones de soleil. Donc là, il y a d'autres espèces qui vont préférer ce genre de milieu-là. L'idéal serait de trouver quelques exuvies, donc on cherche un petit peu sur les bords, mais bon, c'est pas évident quand même, c'est pas évident. Ah, il y en a une, elle est ici. Donc la couleur, c'est vraiment la couleur du substrat, forcément elle est recouverte de la vase quand elle a rampé là-dedans. Elle est montée là, donc là pour le coup sur un support vertical, bon, en général c'est plutôt horizontal. Une forme bien aplatie, un masque plat, c'est donc bien une exuvie de gonf. Donc celle-ci, on la collecte et il faudra faire une détermination après plus précise sous la loupe binoculaire. On a certains ouvrages notamment qui proposent des clés de détermination pour les exuvies, c'est ce que nous allons utiliser désormais pour déterminer notre exuvie de gonf. Donc on prépare la petite loupe bino, on l'allume et on sort notre exuvie. Le gonf gentil aurait le segment 10 à peu près carré, or il est bien plus large que le long, donc ce n'est pas celui-ci. Il nous reste donc le gonf de gralin et le gonf semblable, et là ça se joue sur les crochets du masque, du labium, et il s'agit du gonf semblable. Cette exuvie, c'est donc l'ancienne peau d'une larve qui a passé son existence dans l'eau. La vie que les larves de libellules vont passer dans l'eau va beaucoup changer en fonction de l'espèce à laquelle on a affaire. Les gonfs par exemple, ça va être entre 2 et 4 ans de vie larvaire aquatique avant d'émerger et de donner l'adulte qu'on a observé jusqu'à présent, qui lui ne va vivre qu'une saison. Là pendant l'été, les individus vont se reproduire, c'est d'ailleurs la seule véritable vocation de l'adulte, avant de mourir. On entend le loriot là, c'est vraiment des milieux là pour le coup hyper typiques pour lui. Quelque chose qui va être important pour pas mal d'espèces de libellules, c'est la végétation aquatique. Beaucoup d'espèces pondent à l'intérieur de ces végétaux, la larve va également s'y cacher pour chasser. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être important dans la structure d'un cours d'eau pour l'accueil des différentes espèces de libellules.
On a failli arrêter parce que l'heure est tardive. On a décidé de prospecter encore un petit peu le long de cette rivière. Et puis on est tombé sur donc un accouplement de gonfs. Et il s'avère être le gonfle semblable, donc notre 4e espèce de gonfidé de la journée. On observe parfois chez certaines espèces une formation un peu particulière avec le mâle en fait qui est dressé comme ça sur la nuque de la femelle, pas en position du cœur copulatoire, mais vraiment le mâle qui est comme ça debout et il est posé comme ça fixé sur la nuque de la femelle. Cette position s'appelle le tandem et en fait à ce moment-là la femelle est en train de pondre, on la voit qui recourbe l'abdomen, qui enfonce un ovipositeur qui est cette espèce de seringue hypodermique qui va s'enfoncer dans les végétaux aquatiques pour aller poser les œufs à l'intérieur et le mâle en fait reste là, ça lui permet en fait de s'assurer qu'aucun autre mâle ne va venir féconder sa femelle. Ça lui permet de s'assurer que la descendance qui sera pondue sera bien la sienne. Allez, c'est un émergent, je vais le relâcher rapidement. Ça peut être gênant de le garder. Je vais pas le tenir par les ailes du moins. Parce que là, je risque de les coller entre elles. C'est quand même encore assez fragile à ce moment-là. Orthétrum astillé blanc, donc les yeux sont bien accolés, hein, on n'est pas du tout dans un gonfle chez les gonfles. Les marques du thorax très prononcées. Sur l'abdomen, les marques noires sur les côtés en demi-lune, et puis vraiment les derniers segments de l'abdomen blancs, qui sont peu marqués ici, hein, la coloration n'est pas terminée puisqu'il a émergé il y a peu de temps. C'est à ça que tu vois qu'il vient d'émerger et notamment là, de loin, les ailes luisantes comme ça. 19h. Jusqu'ici. 17 libellules, dont 4 gonfs. Ah, alors par contre, je l'ai chopé au milieu des orties. Alors on va retirer les orties d'abord. Caractéristiques du genre Libellula, donc l'abdomen aplati et puis des taches noires à la base des ailes qui sont petites chez cette espèce-là qui est la libellule fauve. Par ailleurs, des gros yeux bleus posés comme un casque de pilote sur la tête. Pourquoi elle s'appelle libellule fauve alors que l'abdomen est ainsi bleu? Tout simplement parce que le mâle, là on a affaire à un mâle lorsqu'il est jeune, lorsqu'il est immature, et la femelle, pour le coup en tout temps, ont des couleurs sur l'abdomen qui sont vraiment d'un fauve très remarquable. Chez le mâle en fait, on a ici une espèce de pulvérulence bleue qui va recouvrir l'abdomen, mais cela progressivement au cours de la maturation de l'individu. Avant, vraiment quand il sort de son exuvie, il va être vraiment orange fauve. « 20h. Jusqu'ici. 18 libellules, dont 4 gonfs. De retour à notre camp de base, on fait le bilan de la journée. Donc dans notre famille de gonfidés, on arrive à 4 espèces sur 8, donc on a quand même la moyenne. Et on arrive à un total de 18 espèces de libellules inventoriées. Rappelons qu'il y a 89 espèces en France. Bon, c'est pas mal, d'autant qu'on a vraiment concentré notre prospection sur la famille des gonfidés. Donc hormis un plan d'eau stagnante qui nous a permis d'observer le gonfle gentil, le reste de nos prospections s'est fait sur des cours d'eau vive. C'est des milieux qui accueillent des espèces bien spécifiques, mais qui sont d'une manière générale moins riches. Voilà, donc c'est plutôt un bon bilan. En tout cas, on a encore une fois passé une super journée dans un département qu'on connaissait assez peu. Donc encore une fois, l'occasion d'aller découvrir des milieux aussi à travers le filtre des espèces qu'on va rechercher. Donc je vous invite à faire de même, à prendre votre baluchon, vos jumelles et vos appareils photo et aller dehors et on se balade.